Bonjour, je m'appelle Charles Tesson, je suis le délégué général de la Semaine de la Critique depuis l'édition de 2012. On fait cet entretien le 22 juin, qui est devenu une date exceptionnelle et marquante, parce que c'est le retour dans les salles de cinéma. On avait beaucoup de photos de fauteuils rouges, de salles. Et en plus, il y aura y aller groupé sans qu'il y ait nécessairement de distanciation sociale, etc. Donc, c'est vraiment une belle journée, parce que c'est la première fois que depuis que le cinéma existe, que les cinémas ont fermé, parce que même Godard rappelait gentiment en mai 68 que tout était en grève, sauf les salles de cinéma. Mais là, cette fois-ci, le Covid a eu raison de tout ça. Donc oui, c'est à la fois, je suis très heureux que le cinéma en salle reprenne, parce que c'est quand même le but et l'esprit des festivals, c'est-à-dire d'accueillir des équipes de films dans une salle de cinéma, de le présenter au public. Il y a des publics divers et variés. À Cannes, c'est la presse, c'est des vendeurs, c'est des programmateurs de festivals qui font ensuite vivre les films dans les salles. Donc c'est vrai que le fait d'avoir été frustré cette année d'une édition cannoise a été terrible, mais après, on a toujours deux maîtres mots la semaine, c'est accueillir les films et les accompagner. Donc maintenant, on met tout sur l'accompagnement des films qui ont été soumis, et ça passe à commencer par Angoulême, bien sûr. C'est vrai que quand on a communiqué avec les sections parallèles l'annulation de l'édition physique de Cannes, vers le 15-16 avril, vers le mi-avril, à cette époque-là, on avait presque finalisé nos sélections avec le comité de sélection. Et on s'est dit que Cannes ne peut avoir lieu qu'à Cannes. Donc, il n'était pas dans l'état d'esprit de refaire une sélection cannoise en mode de label, mais plutôt d'entamer une discussion avec les professionnels, les interlocuteurs, producteurs, les distributeurs, quand il y avait un distributeur ou des vendeurs, pour savoir s'ils avaient besoin ou pas de notre accompagnement. Donc, ça a été toute une réflexion qui a pris beaucoup de temps, parce que fin avril, début mai, les interlocuteurs, les professionnels n'avaient pas de visibilité sur la suite. Quand est-ce que les autres festivals vont reprendre dans une édition physique, dans des conditions normales? Est-ce qu'il y avoir des tournages vont-ils reprendre ou pas? Maintenant, on sait qu'ils commencent à reprendre, mais à l'époque, on ne savait pas. Donc, est-ce qu'il faut reporter tous les films? Donc, on a fait toute une réflexion, une discussion, et on est arrivé très vite à cette conclusion qu'en fait, c'était plus des films français qui avaient déjà un distributeur, qui ne voulait pas attendre nécessairement un report d'un an, et qui voulait la salle, et qui du coup avait besoin d'un accompagnement, parce que si les gros films se dataient à partir de septembre, les découvertes, les premiers films, ce qu'on appelle un cinéma d'auteur plus fragile, qui a besoin du Festival de Cannes pour se faire connaître auprès de la critique et du public. On s'est dit qu'il faut vraiment axer ça. Et c'était aussi comme presque par miracle, parce que Dominique Besnéard m'a appelé à ce moment-là, il m'a proposé une carte blanche à la semaine. Ça m'a beaucoup touché, m'a fait énormément plaisir. Et tout d'un coup, ça a donné une forme concrète à ce désir-là de tout d'un coup que des films soient à Angoulême, et le label la semaine, et les distributeurs puissent les dater. Au début de mai, les distributeurs voyaient les films sortir janvier, février, mars, avril. Maintenant, ils sortent plus vers novembre. Les choses reprennent. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a voulu accompagner et faire en sorte que les films retrouvent le chemin des salles, du public, de la critique, et que c'est comme ça que ça s'est fait. On ne voulait pas non plus, comme on est une petite structure, on veut vraiment faire un accompagnement éditorial. On est des critiques de cinéma. On va faire des entretiens vidéo avec des cinéastes, des réalisateurs. On va faire un accompagnement éditorial au moment de la sortie. Tout ça en discussion avec le distributeur selon ses désirs et ses souhaits, et les avant-premières. Donc, on ne voulait pas en prendre beaucoup, parce qu'il ne s'agissait pas de mettre, je dirais, un tampon sur une affiche et puis de laisser les films vivre leur vie. Ils peuvent la vivre très bien, cela dit, dans d'autres festivals. On voulait vraiment faire un accompagnement éditorialisé, qui est un peu notre péché mignon en tant que critique. Et c'est pour ça qu'on en a pris peu, mais qu'on veut bien les bichonner, les soigner. On n'a jamais autant discuté entre nous. C'est-à-dire que non seulement quand on discutait avec les producteurs ou les distributeurs, on ne parlait pas seulement des films, on parlait de la vie en général, de la santé, de tout. On n'a jamais autant parlé entre les sections parallèles, avec Fabien Enclos, Paulo Moretti, par visioconférence. On n'a jamais autant échangé. On n'a jamais autant échangé aussi avec les autres festivals, pour savoir aussi. Et on n'a jamais autant reçu aussi de sollicitations, de demandes de gens, si vous avez besoin de nous, on est là, etc., etc. Ça a été très touchant et très agréable de sentir cette solidarité, cet état d'esprit que la crise a révélé dans le bon sens. Donc ça, c'est parfait. On est attentif, bien sûr, à ça, mais après, c'est les films qui nous plaisent, c'est les coups de cœur. Et c'est vrai que je suis assez content, au final, enfin la semaine, on est plutôt content que ça se soit équilibré de cette façon-là. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a
On a quand même montré aussi beaucoup de jeunes réalisatrices à la semaine, que ce soit Julia Ducournau, Grave, que ce soit Léa Missius, Ava, etc. Donc ça, c'est ou Rebecca Zlotowski il y a un peu plus longtemps, Valérie Donzelli, enfin bon, Catel Kilveri, qui sont d'ailleurs des cinéastes qui ont aussi les honneurs d'Angoulême. Hein. Donc mais c'est vrai qu'il y a ça donne c'est une chose qui est importante parce qu'on le voit de plus en plus. C'est-à-dire qu'au niveau des courts-métrages, il y a plus de films réalisés par des femmes que par des hommes. Au niveau des premiers films aussi, je le vois parce que je préside l'aide au cinéma du monde de CNC, où il y a le premier collège, le deuxième collège, et les pourcentages sont plus bas au niveau du deuxième collège. Donc j'ai bon espoir qu'à partir du court-métrage, il y a de nouvelles générations qui font des films, et pas seulement en France, mais dans le monde entier, que les choses bougent et avancent. Tout ça, je suis très content que la semaine, à son échelle, puisse contribuer à ça. Je ne connaissais pas la réalisatrice, je ne connaissais pas le scénario. Il y a des gens dans l'équipe de la semaine qui font la prospection, qui savent. J'aime bien découvrir les films sans savoir où ils vont m'emmener. Et j'avoue que celui-ci, je n'ai pas été déçu, je dirais, du voyage. Je ne vais pas trop dévoiler le film. On pourrait dire que ça commence du côté de 37.2 et ça finit du côté des Anges du péché de Robert Bresson. Donc c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il est audacieux, il est culotté. C'est des films qui bifurquent. Il y a des films où on commence par une scène, on comprend le personnage, on comprend le milieu, on se dit ça y est, on va en prendre pour 1h30. Ça peut être très bien, les 1h30. Puis là, ça commence évidemment comme un film d'été, de plage. C'est le portrait d'une jeune fille naïve, fille facile, mais pas au sens Rebecca Zlotowski du terme, mais une fille naïve qui a à la fois soif d'amour et de sexe, et c'est un peu une sorte de roman d'apprentissage de cette jeune héroïne qui pourrait dire, comme dans la fin de Pickpocket, quel long chemin il m'a fallu prendre pour arriver jusqu'à moi. À moi au sens de me comprendre moi dans mon rapport au désir des autres. Je trouve le film là-dessus formidable. Et j'aime beaucoup s'il y a des bifurcations. On commence par un film d'été, puis après il y a Paris, puis après on dit ça y est, ça va être la galère à Paris, la nuit, la dérive, le côté film noir, film français années 80-90. Ben non, ça dure 5 minutes, puis on nous amène aux Indiens improbables. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la force du personnage féminin, la façon dont la réalisatrice le regarde, et cette idée d'un roman d'apprentissage par rapport à l'amour et à la sexualité, et la façon dont les deux sont imbriqués. Et je trouve le film très beau. Je trouve l'interprète principal, Tallulah Cassavetes, c'est son premier rôle absolument formidable. Et là aussi, il y a une autre actrice qui est très bien, c'est Anna Cazenave, qui avait joué dans le Mercurial de Virgile Vernier et qui joue aussi là, formidable. Donc, non, j'étais vraiment séduit. Et c'est pas un film consensuel, c'est pas un film bien pensant, c'est pas un film, je ne sais pas si on peut dire politiquement correct, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un film qui trace son chemin. C'est quelqu'un qui a une personnalité forte dans la manière de regarder son personnage-là, et ça m'emmène dans des lieux où le cinéma français ne m'emmène pas toujours, quoi. Donc ça, j'étais ravi, j'adore. Ça, c'est autre chose. On a vu, depuis, vous savez, on avait montré Le Petit Paysan, qui a d'ailleurs été couronné de succès au Festival d'Angoulême, Herbert Charwell. On a vu depuis beaucoup de films sur le monde rural. Il y a eu 2 périodes presque. Il y a eu la période d'après-guerre avec Goupil Main Rouge, Jacques Becker et puis Farbig Rouquier. Ça revient aujourd'hui. Et celui-ci, La Nuée, il revient et autrement. C'est ce qui nous a intéressés. C'est pas après la locomotive Petit Paysan, il y a des wagons qui s'accrochent. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, les wagons, si je puis dire. On essaye, comme on en prend peu, on essaye de prendre des films qui nous amènent dans de nouvelles directions. Et celui-ci est un film hybride, parce que c'est à la fois un film dans le monde rural, paysan, puis un film d'horreur. Mais un film d'horreur au sens les oiseaux du Hitchcock, mais avec des sauterelles. Comme il y a eu les fourmis, il y a eu les vers de terre. Je me souviens d'un film Squirms, les vers de terre géants. Enfin, j'ai vu ça au Rex, à l'époque du festival du Rex, dans les grandes heures. Donc, il y a des sauterelles, et le film d'ailleurs ne triche pas, parce que dès le premier plan, on voit des sauterelles, et les sauterelles, ça va être un film d'invasion, de danger animal. Il remplit son contrat. À partir de là, il y a le monde rural, mais que j'aime bien, parce que c'est un monde rural où c'est une femme paysanne qui veut aller vers des nouvelles méthodes, des nouvelles cultures. J'ai appris que les sauterelles étaient l'avenir de demain à raison des protéines pour la nourriture dans le monde, farine animale, mais aussi par rapport à la famine, etc. C'était un élément clé. Donc, à côté de ce film d'horreur dont je ne vais pas vous dévoiler les mécanismes, vous les découvrirez, il y a aussi, je dirais, non pas un film d'horreur, mais un film de comment une femme qui est mère, qui élève ses 2 enfants pour survivre, et je dirais condamner la surproduction. Et comment la surproduction, pour survivre,
créer des dérèglements qui sont aussi déclencheurs d'horreur. Donc tout d'un coup, le montage entre le film fantastique traditionnel qui va ravir les fans du genre s'articule avec cette idée-là de la survie aujourd'hui, la surproduction, et qui fait qu'on fait des erreurs parce qu'on n'y arrive pas et qu'il faut se développer, etc. Donc je trouve que l'articulation des deux est formidable, et le film là-dessus, je le trouve très, très original et très fort. Je pense qu'il va faire parler de lui. Je pense que Julien Ducournau avait beaucoup libéré les esprits. Il y avait comme une sorte de blocage par rapport à ça. Il y avait sur les exemples Franju, bien sûr, Les yeux sans visage, et Jean Rollin dans notre version plus série B nanar à la française, mais ça n'a jamais été dans l'ADN du cinéma français. Le sentiment que là, je crois que c'est les jeunes générations aussi. C'est-à-dire qu'il y a bien eu des films de SF, Fahrenheit, enfin, Truffaut, etc., mais ça n'a jamais été la chose. Et le sentiment que je ne sais pas comment on peut l'analyser, c'est soit par rapport à une sorte de on a moins de blocage par rapport à l'identité nouvelle vague, où tout d'un coup, d'autres cinématographies, dont la cinématographie coréenne, hongkongaise, pas seulement américaine, ont montré qu'on pouvait faire des films de genre populaire, intelligent. Je pense que cette ouverture au cinéma d'Asie a aussi débloqué beaucoup de compteurs par rapport à tout ça. Et parce que même Tsuyark, enfin, etc., Butterfly Murders, enfin, voilà. Donc tout d'un coup, j'ai le sentiment que cette jeune cinéphilie, cette nouvelle cinéphilie, qui se nourrit un peu de tous ces cinémas, y compris d'Asie, mais pas seulement d'Amérique, parce qu'avant le rapport cinéma genre était un rapport franco-américain. Là, ça a changé, et je pense que ça a ouvert de nouvelles voies, et je m'en réjouis, parce qu'il y a des gens qui sont inspirés, et on peut traiter de vrais sujets de société dans un cadre de cinéma de genre, et La Nuée en est la belle preuve, quoi. On en a pris 4 films, et on essaye, un peu comme à la semaine par rapport à la compétition, que chaque film apporte une tonalité différente et qu'il n'y ait pas d'effet de doublon, ou que lorsqu'on voit un film par jour, on voyage dans un autre cinéma tout en se disant on est la semaine, parce que la semaine est cette invitation au voyage, si je puis dire. Et là, le Soleil d'Alice nous a séduit. C'est aussi le premier film d'une jeune réalisatrice qui est surtout connue pour ses films d'animation et qui vient d'animation. Je crois qu'elle a eu d'ailleurs un César pour un de ses films, de court-métrage. Et là, ça nous amène au Liban, parce que la réalisatrice est franco-libanaise. Et c'est, comment dire, c'est un film où il y a des éléments d'animation, avec l'animation en pâte à modeler, et après des moments où l'héroïne prend au pied de la lettre le couper des racines, et prend un sécateur et coupe des racines. Enfin, c'est étrange. C'est une très belle histoire, parce que c'est à la fois, il y a un imaginaire qui vient de l'animation, qui vient d'une certaine poésie, mais il y a un très beau sujet qui est celui de l'amour, de l'exil et du territoire. C'est une jeune femme d'origine suisse, interprétée par Alba Rohrwacher, qui va travailler à Beyrouth pour être employée de maison, et qui tombe amoureuse d'un homme qui est étrange, mais qui a existé. C'est un scientifique qui était persuadé qu'il pourrait envoyer le premier homme libanais sur la Lune. Donc c'est une sorte de personnage lunaire, si je puis dire, qui est très attaché à sa terre, le Liban, et en tout cas à l'identité libanaise, qui va envoyer le premier homme libanais sur la Lune. Ce qui est très beau, c'est qu'il y a l'exil de Alba Rohrwacher qui n'est pas dans son pays. Et puis tout d'un coup, il y a la première guerre, ça se passe dans les années 70, du Liban avec la Syrie, où tout d'un coup, à part le héros lunaire obsédé par sa fusée, donc l'idée du ciel, mais la terre, tout le monde veut s'exiler, quitter le Liban. Et comment cette femme, par rapport à l'amour de cet homme, se trouve dans une situation d'exil. Donc il y a à la fois une dimension poétique délicieuse, une manière de... Il y a une femme cèdre du Liban dans le film, qui est habillée comme un cèdre, qui se promène, quoi. Et il y a donc des choses d'invention poétique. La maison devient la métaphore du Liban comme un petit théâtre de marionnettes. C'est absolument subtil. Et puis il y a une vraie histoire d'amour sur cette héroïne féminine qui se dit où suis-je là, où est mon histoire d'amour, le territoire, l'exil. Et c'est vraiment très très beau. C'est la petite touche que je trouve qu'Alba Rohrwacher, qui est magnifique comme comédienne, a fait penser un peu aux héroïnes de Duras ou de Ackerman, Delphine Seyrig, sans avoir la même diction, mais ce même personnage par rapport à l'idée d'exotisme et d'exil, India Song, Beirut Song, etc. Je trouve le film vraiment d'une inventivité poétique vraiment très très belle, et qui est toujours au service du récit, que je trouve vraiment très attachant. C'est une vraie petite merveille. C'est un titre de Saint-Exupéry,
mais je ne pense pas que ce soit un hommage à Saint-Exupéry. Je pense qu'il faut le prendre au sens le plus littéral. La terre, c'est le monde rural, et les hommes, ce n'est pas les hommes en général, mais les hommes, le masculin. C'est aussi comme la Neuée, où on déplie le monde paysan, mais d'une autre manière. C'est un deuxième long métrage. Le réalisateur avait fait La Marcheuse en 2015, qui avait été avec la collaboration au scénario de Boris Levchkin, je crois. Ouais. Et là, c'est aussi le monde rural, mais j'aime bien parce qu'il l'articule avec un autre sujet, qui n'est pas l'horreur comme dans la Neuée, mais un autre sujet. Et surtout, il montre un monde paysan qui n'est pas non plus celui de l'attachement des paysans à ses bêtes, comme c'était le cas dans Petit Paysan, mais qui montre un jeune couple d'agriculteurs, interprété par Finnegan Oldfield et Ken Ruxel, qui a un vrai projet moderne aussi, mais qui demande du financement, donc l'appui des syndicats, des hommes politiques, des puissants. Donc à ce scénario-là, face à des jeunes agriculteurs qui ont envie de changer l'agriculture, comme l'héroïne de La Neuée, mais voilà, etc., se retrouve face à un autre sujet qui est celui du harcèlement sexuel et de la façon dont il s'invite de manière absolument terrible et glaçante dans ce monde-là. Donc je trouve le film remarquablement écrit, remarquablement interprété, c'est par Gianni Lesper, Olivier Gourmet, etc. Et c'est à la fois très glaçant la façon dont on articule cette question-là du harcèlement sexuel, du chantage, comment le film, le récit déploie ce sujet de manière extrêmement forte, extrêmement puissante. Le film, j'ai bien aimé Les Marcheuses, mais là, je pense qu'il franchit vraiment un autre palier. Le film est vraiment très, très impressionnant par rapport à ça. La photo est superbe. On est très heureux de cette invitation à Angoulême, parce qu'il y a Dominique, moi, Besnéard, je l'avais accueilli en 2012 lors de ma première édition avec Jean-Rage de Bonaparte, le film de Sandrine Bonner, dont il était l'un des producteurs avec Michel Fellin. Pour moi, c'était un moment très fort. Je pense pour Sandrine Bonner aussi, je pense qu'il m'en a parlé. Et c'est étrange que de voir aussi que après, Dominique, je sais qu'il aime bien ce qu'on fait la semaine. Il m'appelle chaque année pour voir, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Parce que soit les films québécois ou les films français, on échange, on est d'accord, pas toujours d'accord, mais on discute. Et moi, j'aime bien ces échanges, et lui aussi. Donc, et il se trouve, c'est vrai qu'il y a les films de la semaine ont eu un beau destin. C'est-à-dire qu'entre la semaine, Angoulême, les Césars, il y a toute une chaîne qui se construit, si je puis dire. Enfin, sur certains films, on l'a vu pour Petit Paysan, pour Charade, pour Scheherazade, pardon, Scheherazade. Voilà, donc c'est des belles choses. Et surtout, Dominique, depuis de nombreuses années, me demande d'être dans le jury. Et je ne suis pas disponible à cette époque-là, parce qu'il y a une reprise de la semaine au Chili, au Sanfik. Avec le Covid, le festival est annulé, donc je suis disponible cette année, donc c'est parfait.